Que se passe-t-il sur notre bonne vieille planète? Les hommes semblent avoir perdu leurs repères, leurs données, leurs connexions, leurs images. Nous nous sommes tellement habitués aux innombrables services rendus par les satellites que sans eux, le monde deviendrait vite un cauchemar. Mais heureusement, les mauvais rêves de la nuit se dissipent presque toujours dans les premières lueurs de l'aube. Et le jour se lève sur notre planète sous le regard vigilant de ces grands oiseaux invisibles qui planent sur notre quotidien. Il est aujourd'hui si facile de regarder un programme de télévision, de téléphoner, de consulter la météo ou de prendre de l'argent à un distributeur qu'on a tendance à oublier le travail invisible de ces sentinelles lointaines et silencieuses et le nombre impressionnant d'applications qui n'auraient pas pu voir le jour sans elles. Sans que nous en ayons toujours conscience, l'ombre du satellite plane en permanence sur notre vie quotidienne. Si d'étranges corolles ont fleuri sur nos toits, elles nous ont permis de reculer les frontières un peu trop étroites de notre village. Avec le satellite, le monde s'est rétréci à la taille d'un mouchoir de poche et les antipodes prennent aujourd'hui des allures de banale banlieue. Avec des bouquets qui ressemblent à des feux d'artifice, il semble loin le temps où l'on regardait l'unique chaîne en noir et blanc. C'était en 1960. Aujourd'hui, le choix est vaste. Ignorant les frontières, l'image de télévision est devenue un formidable vecteur d'échanges multiculturels. Jamais vous n'aviez vu le monde comme ça. La planète bleue n'est pas... Channel Alpha? Nous sommes ici dans la salle de contrôle qui s'appelle CSC. C'est donc une salle de contrôle qui fonctionne 24 heures sur 24 et qui a pour but de surveiller l'ensemble de nos 27 satellites. Vous pouvez monter de 2 dB. C'est-à-dire que nous avons environ plus de 3100 chaînes de télévision qui sont diffusées et on a des accès satellites qui sont faits tous les jours pour environ plus de 300 accès par jour. Grâce aux satellites, les images de centaines, de milliers de chaînes de télévision jaillissent dans l'espace pour y rebondir en une demi-seconde vers les récepteurs de nos foyers. Il est bien loin ce jour de 1967 où 400 millions de téléspectateurs ont pu assister en direct au premier programme de télévision en diffusion mondiale. Aujourd'hui, nous sommes tellement habitués à assister à un événement sportif au moment même où il se déroule que toute la formidable technologie qu'il a fallu développer pour en arriver là nous paraîtrait presque d'une grande banalité. Tout se passe comme si l'image de télévision s'était totalement dématérialisée dans l'infime instant où elle circule entre celui qui l'a conçue et celui qui la voit. Mais après tout, l'image de télévision ne relève-t-elle pas avant tout de notre imaginaire ? C'est intéressant de comprendre la genèse des émissions de télévision, de leur conception jusqu'à leur arrivée sur nos téléviseurs à la maison, alors qu'il est devenu si naturel pour chacun d'appuyer sur la télécommande et dire « c'est une bonne émission » ou « ça ne me plaît pas » et de l'éteindre sans se poser de questions sur tout le processus de création qui a précédé cette diffusion. Toutes les émissions sont toujours nées dans l'imagination de quelqu'un. Cette personne a une idée brillante et pense « ça pourrait faire une histoire formidable ». Mais pour que cette histoire devienne une émission intéressante, il faut transformer les idées en mots, en images, en ambiance, qui vont créer l'émotion ou le plaisir. Ensuite, avec un peu de chance, ce programme séduit un producteur qui l'approuve et lance alors la production. Le projet entre dans le planning très complexe de réalisation et un jour, des millions de personnes assises sur leur canapé allument leur téléviseur et en un instant, votre idée devient alors une idée partagée par des millions de personnes. La fracture nord-sud est particulièrement marquée dans le domaine de l'éducation. Avec l'avènement du téléenseignement, le satellite tend heureusement à résorber cette inégalité. L'idée, c'était de former des agents de terrain dans le domaine de la santé, dans le domaine de l'enseignement, former des instituteurs, donc de former des infirmiers spécialisés ou des gens de laboratoire spécialisés et, dans un dernier temps, des administrateurs pour répondre à une carence très, très importante dans les pays
de la région subsaharienne, c'est-à-dire l'absence de cadres moyens ou d'agents de niveau terrain. L'université de Ouagadougou et l'école des ingénieurs de Bamako furent les premiers sites choisis. Tandis qu'en France, le CNES, Centre national d'études spatiales, et Alcatel Space, qui devenaient nos premiers partenaires, commençaient à envoyer hommes et matériel sur le terrain. Il y a quelques jours encore, les équipes des deux fondations et les techniciens d'Alcatel effectuaient les derniers calibrages d'antennes. À Paris, l'hôpital Georges Pompidou nous ouvrait ses portes et le professeur Lebras commençait les tests d'enseignement à distance par conférence vidéo pour les 3 premiers modules de formation concernant les infirmières, les sages-femmes et les laborantins. De Paris à Johannesburg, la mission est la même, abolir les frontières de l'enseignement. Réunir dans un même environnement virtuel grâce aux satellites ceux qui dispensent l'enseignement et ceux qui le reçoivent. Bienvenue au siège du réseau Mindset. Mon nom est John McBride. Je suis le responsable du contenu pédagogique. Je participe donc à la production de vidéos pour permettre aux écoles et aux professeurs de toute l'Afrique d'enseigner des matières fondamentales, comme les mathématiques, la littérature, les sciences, l'informatique et naturellement les langues, en particulier l'anglais, même là où il est enseigné en première langue. Tout ce contenu est mis en forme et émis via satellite à destination des écoles, qu'elles soient en ville ou isolés, afin que les professeurs, où qu'ils se trouvent, puissent avoir accès à une information de qualité grâce aux satellites. En Afrique du Sud, plus d'1 millier d'écoles reçoivent nos programmes par satellite et plus de 800 centres de ressources multi-choice dans les autres pays africains. So Mindset makes the English curriculum that you guys see on TV. From there, it's sent to multi-choice, to the dish at multi-choice, for it to be able to send to space. Okay. From there, it's broadcast to the little satellites that you and I at home are able to watch. Les satellites de télécommunications sont donc de plus en plus impliqués dans l'enseignement à distance, dans les zones reculées, là où il n'y a pas d'infrastructure scolaire assez développée pour répondre aux besoins des populations. Si les incroyables progrès dans la communication humaine liés au téléphone et principalement au téléphone portable passent principalement sur le câble terrestre et sous-marin, les satellites constituent un moyen essentiel d'interconnexion entre les émetteurs locaux dans les zones rurales. Et dans les zones les plus reculées, ou bien quand le réseau déclare forfait, le satellite reste parfois le seul moyen d'être relié au reste du monde. En cas de catastrophe naturelle, ce peut être une question de vie ou de mort. L'utilisation importante du satellite, par sa flexibilité et sa grande mobilité, permet effectivement de mettre en place des moyens de communication dans un temps extrêmement limité et avec pratiquement aucune infrastructure au sol. Ça permet donc, dans des situations difficiles, catastrophes climatiques ou autres, de pouvoir réinstaller très très rapidement des installations immédiates à la fois pour l'image et pour les communications téléphoniques et transmission de données. C'est pour répondre à ces besoins que s'est créée en 1998 l'association Télécom sans frontières, une ONG française spécialisée dans les télécommunications d'urgence. Sa mission est de permettre au secours, aux associations humanitaires et aux agences des Nations Unies de travailler immédiatement dès leur arrivée sur le terrain d'une crise majeure, mais aussi aux rescapés de contacter leur famille. Dès qu'une crise est annoncée, nous avons l'obligation d'intervenir en moins de 24 heures sur n'importe quel point de la planète. C'est dans les premières heures d'une catastrophe que nous sauvons des vies. Dans des situations de crise, le réseau est saturé. C'est pour ça que la seule solution dans ce type de situation, c'est d'utiliser le réseau satellitaire qu'il va donner la possibilité aux colonels des sapeurs-pompiers, au maire d'une ville affectée, de pouvoir recenser les besoins, de permettre une évaluation immédiate.
En dehors de l'assistance d'urgence, Télécom sans frontières participe à la lutte pour le désenclavement numérique en permettant aux populations reculées de recevoir des informations nécessaires à leur développement à caractère économique, médical ou climatique. Nous les connaissons bien et ils nous sont d'une aide précieuse au volant de notre voiture. Il s'agit des satellites de positionnement. On peut même dire qu'ils ont changé radicalement les rapports entre le terrien et la terrienne, réduisant le nombre de scènes de ménage venues souvent gâcher les plus radieux des week-ends. T'as qu'à y aller tout droit, regarde, il y a un mur. Le guidage GPS a au moins l'avantage d'améliorer la tranquillité du copilote. De cette avancée technologique découlent des applications nouvelles comme l'assistance aux personnes en difficulté, avec ce petit boîtier portatif venant au secours des personnes malvoyantes dans leurs déplacements quotidiens. Il se trouve que ces personnes-là, elles ont ce problème tous les 200 mètres. On est arrivé au constat qu'il fallait faire une machine de localisation en environnement urbain précise, avec une assistance vocale au cas où on aurait besoin. Bonjour, je suis un peu désorientée. Est-ce que vous pouvez m'aider? Je vois que sur votre itinéraire initialement prévu, vous souhaitiez vous rendre à la pharmacie, à la poste. Je voudrais me rendre à la poste. Par où est-ce que je dois aller? La télémédecine est une autre des applications que permettent les satellites. Elle facilite le partage du savoir et améliore la qualité des soins pour les populations isolées ou déplacées. Nous sommes à Toulouse, au centre d'appel du SAMU, dans la section spécialisée dans l'assistance aux bateaux en mer. Grâce à la visioconférence, dont le signal est acheminé par satellite, un médecin effectue une consultation médicale à distance, quelle que soit la situation géographique du bateau. Est-ce que c'est possible qu'on regarde, pour voir l'évolution, qu'on regarde sa gorge? Mais écoutez, c'est parfait, on considère qu'il est guéri et il peut arrêter de prendre son traitement. Espérons que demain, nous ayons les moyens d'avoir la transmission vidéo, des transmissions de data depuis les patients, aussi facilement que ce qui se passe pour un bateau. Jusqu'à l'ère du satellite, il n'y avait guère que le vol des hirondelles pour donner une vague idée du temps qu'il ferait le lendemain. Aujourd'hui, avec des bulletins météo fréquents, plus moyen de se faire surprendre par une averse. Prévoir le temps qu'il fera est devenu tellement banal qu'on oublierait l'énorme complexité de cette science dont 90% des données proviennent de l'observation satellite. En prévision météorologique, on a absolument besoin d'observation. Sans observation, pas de prévision météorologique. Ça, c'est le premier postulat. Ensuite, deuxième postulat très important, l'image satellite a été une révolution pour nous météo. Pour anecdote, vers les années 50, quand les premiers satellites sont apparus, le nombre de cyclones a augmenté brutalement. Non pas parce qu'il y ait plus de cyclones, mais on a commencé à détecter des cyclones qu'on ne pouvait pas voir parce qu'ils restaient simplement en mer. Donc vous voyez l'importance de l'image satellite. Nous utilisons tous les jours des images qui viennent d'un satellite qui s'appelle Météosat, c'est un géostationnaire, c'est-à-dire qui tourne en même temps que la vitesse de la Terre. Et on voit en permanence l'Europe, sur plusieurs façons de voir. La première, la plus simple, c'est une photo en noir et blanc. C'est comme si vous étiez à bord du satellite, clic-clac, en noir et blanc. Donc en blanc, les nuages, en noir ou en gris, la mer ou la terre. Autre image que nous utilisons tous les jours, c'est ce qu'on appelle, nous, une image infrarouge, qui est en fausse couleur. C'est-à-dire que vous voyez tout ce que vous voyez en orange ou rouge, ce sont des températures très chaudes, plus de 30 degrés. Donc c'est en général le sol. Vous voyez, après nous avons du noir. Vous voyez bien la différence entre la terre et la mer. La mer est beaucoup plus froide que la terre. À partir de ces deux types d'images, le prévisionniste est capable de savoir quel type de nuage il y a à un endroit donné. D'un point de vue météorologique, avoir un satellite, c'est fantastique parce que ça nous permet de savoir exactement où se trouve le cyclone. Donc, mieux les prévoir, donc mieux protéger les populations. Grâce au premier satellite d'observation de la Terre, qui a été un satellite américain qui s'appelle TIROS, qui a été lancé dans les années 60, on a vu une image de la Terre dans l'espace. Et ça nous donne une vision de notre Terre complètement différente, donc qui a certainement permis une prise de conscience
de son caractère un peu fragile, isolé, donc de toute l'importance qu'elle a pour nous et sur son avenir aussi qu'on doit chercher à préserver. L'explosion démographique de notre planète associée à une industrialisation sauvage a copieusement contribué à l'augmentation des problèmes environnementaux. La destruction des ressources naturelles comme la déforestation a des conséquences immédiates sur les populations. Et le réchauffement climatique est désormais une menace réelle. Au début des années 90, l'Agence spatiale européenne a envoyé dans l'espace 2 satellites d'observation qui ont produit 1 millier de photographies mettant en évidence l'activité tectonique, les zones de pollution industrielle et le trou de la couche d'ozone. 3, 2, 1, top. Allumage du Vulcain. Décollage. Le 1er mars 2002, au centre spatial de Kourou, toute la communauté scientifique retient son souffle pendant qu'Ariane 5 s'élève majestueusement dans le ciel. À son bord, Envisat, le plus grand et le plus sophistiqué des satellites d'observation jamais lancés. Si la recherche environnementale s'attache de façon prioritaire à la protection et à la sauvegarde de la planète, les capacités d'Envisat ne sont pas limitées à ce domaine d'application. Biologie marine, hydrologie, cartographie, trafic maritime, chimie de l'atmosphère. La grande quantité de données transmises par Envisat enrichit des secteurs de recherche aussi nombreux que variés et ouvre de nouvelles perspectives. Depuis un satellite, il y a plusieurs techniques de mesure. On peut observer la température de surface, on peut observer la couleur de l'océan, ce qui nous renseigne sur la quantité de chlorophylle, donc de plancton dans l'océan. Et puis il y a une mesure très particulière qui est très riche d'enseignements, qui est la mesure du relief de l'océan. Et ça, c'est une mesure très importante parce qu'elle nous renseigne sur ce qui se passe à l'intérieur de l'océan, toutes les variations de courant, de température, de salinité à l'intérieur de l'océan. On sait que du fait du réchauffement climatique, l'océan a tendance à monter et c'est un paramètre extrêmement important à surveiller pour comprendre comment évolue ce réchauffement climatique. Et on a pu, en continu, observer que l'océan montait d'à peu près 3 mm par an. En étudiant les données du satellite altimétrique, on peut calculer les courants à la surface de la mer. C'est une information très utile pour tous les bateaux qui sillonnent les océans. En se faisant porter au maximum par les courants, un navire transatlantique peut économiser 5 à 10 tonnes de carburant au cours d'une traversée. Des systèmes de suivi permettent de localiser les bateaux, de vérifier leur itinéraire, de mesurer l'intensité de leur pêche et de s'assurer qu'ils travaillent dans des zones de pêche autorisées. L'utilisation de moyens satellitaires radars permet ainsi de détecter les bateaux de pêche illégaux et de leur faire quitter immédiatement la zone. Enfin, les systèmes satellitaires d'observation des océans permettent un suivi précis et efficace des écosystèmes marins et une meilleure protection des espèces, notamment en période de reproduction. Mais pour pouvoir protéger de façon efficace les espèces menacées, les scientifiques doivent améliorer la connaissance qu'ils ont de chaque espèce. Et pour cela, le satellite leur apporte une aide précieuse. Donc on équipe les animaux marins avec des balises, donc des systèmes d'enregistrement automatique de différents paramètres. La mesure principale qu'on fait, c'est une mesure de température. Donc il y a une sonde de température là-dedans et on sait à quelle température est l'eau dans laquelle se promène l'animal. L'autre enregistrement principal, c'est un capteur de pression. En mesurant la pression qu'il subit, on mesure la profondeur à laquelle il nage. Et donc, grâce à ces mesures très détaillées, on est capable d'étudier la façon dont l'océan influence le comportement de l'animal. Argos est la balise la plus couramment utilisée pour le suivi des animaux. Créé dans les années 70, cet outil révolutionnaire envoie un faible signal de données via un satellite de basse altitude, permettant d'analyser le comportement des individus sur lequel elle est placée. On compte aujourd'hui dans le monde environ 7000 animaux équipés de balises Argos. Pour que quand ils reviennent au nid, ils puissent nourrir les petits. Donc c'est un vrai frigo ambulant en fait, un manchon entre eux. Et on essaye maintenant de comprendre si on ne peut pas utiliser cette protéine. Au fur et à mesure que le trafic maritime augmente, aujourd'hui on l'estime à 145 000 bateaux par jour, c'est-à-dire 10 fois plus qu'il y a 5 ans, l'utilisation des satellites pour assurer une surveillance maritime s'est imposée peu à peu, jusqu'à devenir indispensable. Prévenir les tempêtes,
les dérives d'iceberg ou lutter contre les pollutions ou la piraterie, les ressources apportées par le satellite sont inépuisables. Les États côtiers ont mis en place une réglementation qui s'appelle le LRIT, qui consiste à imposer à bord de chaque cargo un système de suivi qui permettra de le positionner régulièrement le long des routes maritimes. Et lorsqu'on additionne à cela l'utilisation de satellites radars qui permettent de détecter les bateaux, permettra d'identifier les bateaux qui ne suivent pas la réglementation, qui n'ont pas ce système satellitaire, ça permet également de détecter des pollutions accidentelles ou intentionnelles. Et donc par assimilation à la fois de la position des bateaux et de ce qu'on voit à partir d'un satellite radar, d'identifier les fauteurs de troubles ou d'identifier ceux qui ont causé les pollutions. Dans le cas particulier de la lutte contre la piraterie, les bateaux sont équipés de systèmes de positionnement qui leur permettent aussi de déclencher des alertes lorsqu'ils subissent une attaque et qui permettent d'intervenir rapidement sur le bateau puisqu'on connaît sa position et on connaît l'heure à laquelle il a été attaqué. L'imagerie satellitaire permet maintenant aux exploitants agricoles de voir leur récolte de haut. Le principe est d'acquérir des images durant le cycle de croissance des espèces et par le traitement de ces images, de faire des recommandations à l'agriculteur. Quelles zones de son exploitation ont davantage besoin d'engrais? Quelles doses appliquer au cas par cas? À quel moment les appliquer? Quelles maladies menacent ces récoltes? Autant de questions auxquelles le satellite peut aujourd'hui répondre à travers de nouveaux services comme FarmStar. Chacun s'y retrouve. L'agriculteur qui optimise ses dépenses en engrais, mais surtout notre bonne vieille terre qu'un usage raisonnable des fertilisants aidera à souffler un peu. On commence à recevoir une carte, on va dire 3 semaines après le semis. Et ensuite, on a une carte environ toutes les 3 semaines, suivant l'évolution de la végétation. Ce programme rencontre un tel succès que ses concepteurs ont développé un produit équivalent à destination des viticulteurs. Nous avons la nécessité sur des zones de faible production et de coteaux de valoriser notre production. Et si nous voulons, sur une superficie importante, aux alentours de 2000 hectares, savoir valoriser, mais il nous faut utiliser des moyens modernes pour avoir, dans un temps très rapide, une vision globale de l'ensemble de l'état du vignoble. Et lorsque nous avons imaginé l'irrigation avec des gouttes à gouttes, les images satellites nous permettent d'aller très précisément avec les bons goutteurs, les bonnes dimensions de goutteurs et adapter les apports d'eau précisément pour avoir que la plante se maintienne et l'optimisation de la qualité. On pourrait penser que cette banlieue orbitale de la Terre n'a comme mission que de rendre la vie plus facile sur la planète bleue. Ce serait bien mal connaître la curiosité plusieurs fois millénaire de l'homme. En mai 2009, Ariane 5 quitte à nouveau le sol de Kourou. À son bord, le satellite Herschel, dont la mission est d'observer le ciel depuis l'extérieur de l'atmosphère. C'est un gigantesque télescope spatial, équipé du plus grand miroir jamais envoyé dans l'espace. Grâce à une vision infrarouge, Herschel permet aux scientifiques d'avoir accès aux régions les plus froides de l'univers, celles où se forment les étoiles. Les images spectaculaires que ramènent les satellites en opération donnent aux scientifiques de solides espoirs et encouragent à progresser dans la compréhension de l'univers avec une seule idée en tête, comprendre l'origine de la vie. Vous savez, depuis Arthur Clarke et sa première vision d'un satellite en orbite autour de la Terre, 3 générations de scientifiques et d'ingénieurs se sont succédées avec la même ambition: repousser les limites de l'homme dans l'espace. Clarke disait d'ailleurs qu'il faut s'attacher dans la vie à faire le lien entre la prochaine chose possible et la prochaine chose impossible à faire. Je crois que l'espace est toujours aujourd'hui un monde de rêves et de passionnés.